Tov, Tov, je vous prie de m'excuser. Je dois commencer, monsieur? C'est bon. C'est bon. Alors, Tov, je vous prie de m'excuser d'abord pour mon retard. On commence à nouveau cette année ensemble. En effet, c'était pour Antoine. Donc, on commence à nouveau cette année ensemble. Et je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de revenir à nouveau. C'est pour moi un plaisir d'être ici, et ça vous le savez. On commence avec quelque chose d'ultra pratique, n'est-ce pas? Comment motiver ses enfants au travail? Et en début d'année scolaire, on se doute bien que ça fait partie des préoccupations que tout parent qui se respecte peut avoir. Avant de rentrer, et c'est vrai qu'on va aborder quelques points un petit peu techniques, je voudrais tout d'abord poser une réflexion beaucoup plus globale sur la notion de comment motiver son enfant. Après, on va voir au travail. Mais d'abord, on va s'arrêter sur la notion de la motivation. Puisque motive quelqu'un, mais pas qu'au travail. Qu'est-ce que veut dire motiver? Est-ce qu'on retrouve dans le texte de la Torah, à un moment, des éléments qui nous apprennent comment est-ce qu'on motive quelqu'un? Alors, de manière assez curieuse, on prend le texte, donc alors, le début d'une relation, puisque motiver, c'est a priori, comme on l'a vu, en tout cas, motiver l'autre. On parle après d'apprendre à se motiver soi-même, mais là, ce soir, on parle comment nous allons motiver l'enfant. Donc, on va essayer de rentrer dans le monde de la relation, dans lequel vous avez d'un côté un individu qui va chercher à motiver l'autre. Alors, on prend un petit peu Bereshit, donc on a ici Adam et Ève, et là, c'est très intéressant, on a donc Adam qui va dire à Ève, qui va lui dire, bon, en fait, je te donne une info, Dieu a dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mange pas, touche pas, faire très attention, c'est quelque chose qui peut être extrêmement grave. Alors, est-ce qu'on est ici dans un principe de motivation? Peut-être pas, mais en tout état de cause, on est ici dans un principe d'argumentation. Et Adam ne fait reprendre que ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit, attention, tu ne manges pas, d'accord, il y a quelque chose qui se doit d'être ou de ne pas être, et puis il lui donne l'élément qui va être ce qu'on appelle une aide à la décision, ou alors à la non-décision, à ce qu'il ne doit pas faire. C'est-à-dire, fais attention, ne mange pas, car le jour où tu vas manger, tu risques de mourir, enfin tu vas mourir. Si on se remet dans la perspective de la relation entre Dieu et Adam, il suffit à Dieu de dire à Adam, Adam, sache que le jardin d'Éden est ouvert, tu peux y aller, tu goûtes de tout, il y a un arbre, tu ne manges pas. Point. Pourquoi? Parce que. Et là, pour des raisons qui a priori nous ignorons, Dieu lui donne la raison. Non pas la raison centrale de cet interdit, mais il lui dit, voilà, sache que si à un moment tu n'es pas à l'écoute de ma parole, voilà ce qui va se passer. Et c'est intéressant de réaliser qu'au fond, la première parole dans laquelle on incite quelqu'un à faire ou à ne pas faire est assortie d'un élément qui nous montre que la parole en tant que telle ne serait peut-être pas suffisante. Ce qui est curieux. Surtout pour celles et ceux qui ont assisté à un certain nombre de cours l'année dernière, on avait vu quand même relativement souvent que l'objectif, c'est que notre parole ait du poids en tant que telle, qu'elle ait une densité, qu'on ne soit pas obligé de donner des explications de texte, qu'on ne soit pas obligé de rentrer dans le système de la carotte et du bâton. Or, on a l'impression que c'est exactement ce que fait le texte. Donc, on va commencer à réfléchir à ça. Dieu dit à Adam, voilà, ça tu peux faire, et ça tu peux pas faire. Question numéro 2. Si l'objectif c'était qu'il ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il n'y a qu'à dire directement. Dieu peut lui dire, Adam, sache que de cet arbre-là, tu ne peux consommer. Et Adam, dans une réflexion logique,
va dire si de celui-là je peux manger, je ne peux pas manger, j'en déduis que des autres je peux. Alors dans un cours que je vous ai donné, je ne sais plus si je l'ai donné ici ou pas, sur la notion du plaisir, on voit entre autres que quand Dieu lui dit consomme, il lui dit le monde est un univers dans lequel il faut vivre les plaisirs de ce que je te propose. C'était une lecture qu'on avait faite. On va essayer d'en faire une autre. Ici, il semblerait que si Dieu a besoin de dire cela, c'est que ça risque d'être un petit peu difficile pour Adam d'avoir face à lui une règle à laquelle il va devoir se soumettre. Et donc on a ici une stratégie pour amener Adam à être dans l'acceptation. Cette stratégie, elle commence d'abord par lui faire prendre la mesure que concrètement, il y a beaucoup de choses desquelles il va pouvoir tirer profit de ce qui a été mis à sa disposition par Dieu. Et il y a d'une autre chose qu'il ne peut pas maintenant toucher, mais on lui donne les moyens de résister à son envie de ne pas être à l'écoute. D'accord ? On va retraduire ça maintenant dans notre univers. Parce que ce n'est pas un cours sur la paracha, surtout la semaine dernière, je suis venu vous donner ce soir. Nous sommes parents. Nous avons des enfants. À un moment, nous avons un certain nombre de règles que nous voulons leur faire accepter. C'est-à-dire, nous voulons à un moment les amener à s'approprier un certain nombre de règles et, entre autres, comme on va le voir par la suite, le fait que l'on va devoir travailler. Eh bien, on va devoir être obligé de se soumettre à ces règles qui font qu'il y a un travail à effectuer. Et là, la Torah est en train de me dire la chose suivante. Elle est en train de me dire qu'il faut d'abord que l'enfant, je le traduis de cette manière maintenant, voit en quoi il a par ailleurs un certain nombre de bénéfices dans la relation que tu as vis-à-vis de lui. C'est cette consommation de tous les arbres qui symbolise cela. Dieu lui dit, mais tu sais, Adam, mange, hein. Tu vois, en deux mots, il y a des choses que je t'apporte. Il y a un bénéfice, il y a quelque chose d'intéressant dans notre histoire commune. C'est, t'as vu tout ce que j'ai mis à ta disposition? Pourquoi? Parce que la nature est ainsi faite, c'est que tant que je ne montre pas à l'autre ô combien il y a des éléments positifs qui sont présents à l'intérieur de notre histoire, il se focalisera sur la difficulté éventuelle de ce que je vais lui demander et ne sera pas capable de se rappeler que par ailleurs il y a toutes sortes de choses très intéressantes dans la relation. Car ainsi est fait l'humain, et qui dit cela entre autres, Rabbeinu Asher, le Roche, qui dit Darkan Shelabriot, le galot et araot, ou la alim et atovot, la nature profonde de l'humain, c'est de révéler sans arrêt ce qui ne va pas et d'oublier tout ce qui va. Alors vous comprenez bien que si en plus on ne met pas le point sur ce qui va, il y a de fortes chances qu'on l'oublie radicalement. Motiver, c'est à un moment créer un principe d'obligation par rapport à une chose que l'enfant ne voudrait pas faire de manière naturelle, et pour cela, il faut travailler en amont. Travailler en amont, c'est d'abord le nourrir de la dimension positive qui existe dans notre relation. Qu'il prenne la mesure qu'au fond, Mikol et Tsagan Achol Tochal, de tous les arbres du jardin, manger tu mangeras. C'est-à-dire, regarde, au fond, dans cet univers qui s'appelle la famille et la maison, il y a beaucoup de choses qui sont fort sympathiques. C'est quoi? C'est la relation d'amour qui y règne. C'est les sourires. C'est tout ce qui te nourrit. Alors on ne va pas le lire de cette manière. Mais il faut que l'enfant consomme des arbres permis avant de se retrouver confronté à cette chose qui ne va pas être interdite, mais qui va être, au niveau du symbole, cette chose que je t'oblige. Alors là, c'était de ne pas faire, et là, ça va être que je t'oblige de faire. Mais dans les deux cas, c'est je t'impose. Donc, posons-nous d'abord la question. Est-ce que nos enfants prennent la mesure de tout ce qu'il y a de positif à l'intérieur de notre histoire et de notre relation? Et c'est valable aussi dans l'univers éducatif, dans le cadre scolaire. Est-ce que l'enfant voit
au-delà de ce qu'il va être obligé de faire en rentrant chez lui à la maison le soir pour satisfaire le professeur, est-ce qu'il voit les arbres qu'il consomme? C'est-à-dire, est-ce que la notion de plaisir, de choses sympathiques, est-elle présente ou pas? Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va lui dire après. C'est-à-dire, Dieu n'a pas dit à Adam, bon, tu peux pas manger, et puis râle pas, hein, parce que quand même, il y a plein de trucs que tu peux faire. Non, non. Il lui a d'abord dit, regarde, hein, tout ça, t'as vu, hein, tout ça, c'est pour toi, c'est bon, c'est génial. Et ça l'est objectivement. Et après, il y a la seconde phrase. Cette seconde phrase dans laquelle il faut à un moment rappeler à l'homme, et donc ici à l'enfant, la dimension impliquante de ce que l'on attend de lui. On ne peut pas motiver si on ne voit pas quel est l'enjeu de ce que l'on attend de nous. Parce que sinon, je vois derrière ce que l'on me demande de faire beaucoup plus une obligation parce que X, Y a décidé que cela devait être ainsi, et je ne vois pas où est l'enjeu de la chose. Motiver un enfant au travail, c'est, dans un premier temps, voir dans quelle mesure il se nourrit de tout ce qu'il y a de positif à l'intérieur du quotidien, premièrement, et deuxièmement, réfléchir s'il a conscience de l'enjeu qui se retrouve derrière l'attente et l'exigence que l'on aura vis-à-vis de lui. Dans le domaine de ce qu'on appelle la gestion de la discipline, on a vu qu'on n'a pas nécessairement à donner l'enjeu. Tu ne sors pas, pourquoi? Parce qu'on est dans quelque chose dans lequel l'enfant a une problématique d'opposition. Ici, il n'y a pas d'opposition a priori. Il n'y a pas le désir de l'enfant. L'enfant, juste, il est là, il vit, et puis un beau jour, on lui dit, bon, ben, il faut que tu te mettes au travail. Donc, lui, bon, ben, why not? Seulement, ce travail, bien maintenant, ça va lui enlever du temps pour d'autres choses. Ça va... Et donc, il faut qu'il comprenne quel est l'enjeu. Si tu ne travailles pas, voilà ce qui va se passer. Et ne pas avoir peur de le dire. Alors, pas dans la série « Tu seras un moins que rien qui va faire la manche à l'extérieur ». Mais un enfant a besoin de savoir quel est l'enjeu, de ne pas se mettre au travail. Il a besoin de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Il faut lui raconter un petit peu la suite. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est que souvent, on se trompe dans la suite. On lui parle parce que si tu ne travailles pas, tu n'auras pas ton bac. Si tu n'auras pas ton bac, alors après tu n'auras pas de profession et tu ne pourras pas gagner d'argent. Et il aura devant lui 10 000 exemples de celui qui n'a pas fait le bac et qui n'a pas beaucoup travaillé et qui aujourd'hui roule en Mercedes décapotable. Il y a peut-être des propriétaires ici, ils ont l'excuse. On prend une Ferrari alors. Il y a moins de propriétaires de Ferrari dans la vie. Donc il a les contre-exemples. Donc déjà, l'enjeu c'est pas on va se mettre au travail parce que quand on travaille, on a des bonnes notes. Si on a des bonnes notes, on a le bac. Et si on a le bac, on travaille. Et si on travaille, on gagne de l'argent. Et après, on est content. Non. L'enjeu, il est radicalement ailleurs. Le texte nous dit « Adam le Amal Yulad ». L'être humain est né, le Amal, pour être dans l'effort. L'enjeu de mettre un enfant au travail, c'est de l'inscrire dans l'univers dans lequel il va prendre cette dimension humaine qui se retrouve dans l'effort. Adam le Amal Yulad. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le véritable bonheur, on le vit lorsque l'on vit au quotidien dans le monde de l'effort, en opposition totale avec ce que la société nous propose. J'avais un copain, j'ai toujours d'ailleurs, qui me racontait que quand il faisait l'armée en France, alors il avait un adjudant, pardonnez-moi, alors je ne sais pas s'ils étaient dans les chasseurs à pain ou ailleurs, et donc ils bossaient. Et puis après, quand ils arrivaient, à la fin, ils disaient « Après l'effort, l'effort !» Donc généralement, on entend « Après l'effort, le réconfort ». C'est très très juif.
C'est totalement Torah, ce truc. Après l'effort, l'effort. Adam les Amalullah. C'est pour ça qu'on existe. Et il faut bien que l'enfant, à un moment, comprenne que l'enjeu, c'est pas juste une problématique de résultat qui va mener par la suite, parce qu'il dit, mais il y a d'autres chemins. Il faut qu'il entende que... Mais tu sais pourquoi il faut travailler? Parce que c'est pour ça qu'on existe. Comme vous le dites. Ah. Et c'est vrai que si nous, on n'en est pas convaincus, ça va être difficile de les convaincre. Si nous, chaque fois qu'on a la possibilité d'échapper à une obligation, on est heureux comme des rois, vous imaginez bien que lui, il utilisera le même principe dans sa vie. Dès le moment où je peux échapper à une quelconque forme d'obligation, génial. Et donc dans ce cas-là, pourquoi voudrais-tu que je me mette au travail comme tu l'attendes? Qu'est-ce que tu veux, des résultats? C'est bon. Il y a une stratégie nouvelle qui est apparue sur Internet, comment obtenir des résultats même sans travailler. Il y a un système de copier-coller parfait, etc. Go. C'est pas ton problème. Mais c'est dramatique. Pour sa construction en tant qu'être humain. Il aura peut-être en effet des capacités qui le feront réussir techniquement, socialement, parce qu'il aura copié au bon moment ceci, cela. Un jour, un de nos enfants, pardonnez-moi, nous posait la question et il dit, mais ouais, c'est pas normal, il a une meilleure note que moi, alors qu'il a tout copié. Je lui ai dit, dis-moi, au moment où on rend les notes, qui est le plus heureux? Il m'a dit, ça va, j'ai compris. Je lui ai juste dit ça. Qui est le plus heureux? Toi ou lui? Au fond, tu sais très bien que c'est pas lui. C'est-à-dire que lui, maintenant, il a une stratégie qui va lui permettre de... Mais le bonheur, celui qui nous habite, qui est présent à l'intérieur de nous, il n'est pas dans son histoire, il est dans la tienne. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand l'être humain vit ce qu'il doit être, et que son quotidien rentre en résonance avec la raison pour laquelle il est présent dans l'univers, il sent profondément une dimension de bien-être. Et ça, c'est quelque chose que l'on va devoir faire passer chez l'enfant. Alors bien sûr, vous allez dire, attendez, c'est sympa, il a 6 ans, 7 ans, on va lui faire écouter le cours, il va dire qu'est-ce qu'il raconte ce bonhomme, je ne comprends pas les 3 quarts de ce qu'il dit. Vous avez raison, donc on va rentrer après dans des techniques. Mais n'oublions pas, quel est l'objectif final? Qu'est-ce qu'on nous, on a dans la tête, nous, en tant que parents? Qu'est-ce qu'on veut? Quel est le but ultime? Essayez de vous imaginer un de vos enfants qui vous apprend qu'il a eu le bac, mais vous apprenez qu'il a réussi à mettre en place une connexion avec quelqu'un à l'extérieur qui lui a donné toutes les réponses. En dehors du fait que ça peut un peu décevoir d'avoir un enfant qui triche, et même ça peut être bouleversant, qu'est-ce que vous allez ressentir? Une forme de désespoir. C'est ça que j'ai construit, c'est ça que j'ai élevé. On le sait. Donc, l'objectif au fond, c'est pas de les mettre au travail pour qu'ils amènent des résultats. C'est pas de ça dont il s'agit. L'objectif, c'est que derrière cela, on leur donne et on met en place chez eux la raison d'être de l'existence de l'être humain. Est-ce que ce point-là est bien clair? Et je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye, chacun d'entre nous, de prendre le temps d'y réfléchir. Adam le'amal yulad. Et quand vous prenez le terme de le'amal, l'individu était fait pour l'effort. Alors, le'amal, j'ai envie aussi de voir dans le mot le'amal la présence de me'al, me'al qui veut dire le dépassement. Le'amal, ce sont les mêmes lettres aussi que l'ilmod almenat le lamed, l'ilmod almenat la sot. Apprendre pour pouvoir transmettre. Apprendre pour pouvoir faire. Pour pouvoir agir.
Donc c'est ça, au fond, qui doit rester chez eux, cette notion de Hamal. La Torah nous le dit d'ailleurs de manière claire. Si vous gardez mes lois, et si vous respectez mes commandements, et toutes les bénédictions. Et Rashi nous dit, si vous allez dans mes lois, et Rashi nous dit, quoi? Shetiyu amelim batorah. Que vous soyez en train de faire des efforts dans la Torah. Il n'y a pas marqué chez Tilmedou que vous allez apprendre. Il n'y a pas marqué que vous allez pratiquer, qu'il y ait cette notion de Hamal, parce que c'est l'essence même de l'homme. Et c'est de là que découlent toutes les bénédictions, non pas dans un système « j'ai bien fait, monsieur le bon Dieu, tu peux m'envoyer les bénédictions ». C'est que la bracha, c'est le concept du développement, l'univers du développement, l'univers du coefficient multiplicateur, l'univers du mouvement perpétuel. Il prend son origine dans une histoire dans laquelle cette notion est présente. Et je peux vous assurer, un enfant qui ne vit pas cette atmosphère à la maison, il va falloir que vous commenciez à faire des économies pour prendre les profs particuliers. Parce que je ne peux pas pousser un enfant à se mettre dans un univers alors que cette atmosphère n'est pas présente chez nous à la maison. Et donc, motiver un enfant au travail, c'est très simple. C'est d'abord voir si chez nous, la notion du Hamal est-elle présente? Et si oui, sur quoi et en quoi l'enfant l'aperçoit-il? Où sont nos propres dépassements à nous? Où sont nos propres efforts au quotidien à nous, qui ne sont pas dictés par des obligations techniques vis-à-vis desquelles on n'a pas le choix? Pourquoi on se bat? Pourquoi on rechigne et on se dit mais c'est pas grave, on n'a pas le choix, on y va quand même? Voilà. Et là-dessus, si on n'a pas au moins un des deux dans le couple qui est là-dedans, comme disait l'autre, bonjour tristesse. C'est-à-dire que ça va être légèrement compliqué. Donc ça, c'est le point de départ. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans des stratégies pédagogiques le soir à 18h30 pour leur faire leur maths. D'accord? Donc déjà, que cette notion-là soit présente. Deuxièmement, comme on l'avait vu, Mikolet Sagan Achol Tochal. Bien faire ressurgir le fait que dans cet univers-là, il y a plein d'arbres, c'est-à-dire que papa et maman qui vont être aussi à un moment l'arbre interdit, c'est-à-dire le truc tu dois faire ou tu dois pas faire, c'est-à-dire le truc qui, vraiment l'expression un peu légère qui me casse les pieds, quoi, mais par ailleurs, il y a tout ce que tu peux manger, il y a tout le reste, d'accord? Donc, tout le reste, c'est tout ce qui me nourrit. Donc, un enfant peut être à l'écoute d'une parole qui lui dit non ou tu es obligé, si cette parole à un moment la nourrit de tout ce qui lui fait plaisir. Et qu'est-ce qui fait plaisir à un enfant? C'est un sourire, c'est de la gentillesse, c'est de l'écoute, c'est du compliment. De temps à autre aussi, un paquet de bonbons. Mais ça, c'est juste... Et pourquoi c'est ça qui le nourrit? Parce que ça demande des efforts. Alors que les Candy Planet, il faut juste avoir 2,65 € en poche, ça dépend des magasins, et c'est bon, il l'a. C'est beaucoup plus difficile de nourrir un enfant d'un moment d'écoute, d'un moment d'attention, d'un moment dans lequel on lui raconte l'histoire, que de lui donner un paquet de bonbons. Et donc c'est la raison pour laquelle les stratégies paquet de bonbons marchent un tout petit peu parce que c'est du business. Parce que pour que je l'ai, il faut que je fournisse un petit effort, sinon je n'aurai pas. Mais le jour où il sera indépendant financièrement, laissez tomber. Hein. Sauf si vous passez à la caisse supérieure. Le scooter, le machin, le iPad, le machin. Mais sinon, ça y est, j'ai plus besoin. Je vais vous raconter une expérience que j'avais vécue. Jeune papa, mes enfants allaient à l'école et puis le soir, ils sortaient et bon, il m'arrivait quand même de les chercher. Et je me rappelle d'un copain ou deux des enfants qui tous les soirs, victorieusement, revenaient
de la boulangerie cachère d'à côté avec leur pain au chocolat. Ou alors avec leur pain au raisin. Et quand j'explorais un petit peu plus, ces enfants rentraient à la maison, ils avaient leurs pommes, leurs poires, leurs bananes, éventuellement les gâteaux de maman. Une fois extraordinaire, ils pouvaient éventuellement peut-être avoir un pain au chocolat. C'est pas un problème de budget, c'est un problème passé. Quand tu vas, tu achètes un pain au chocolat. Et le père me disait, non, mais tu comprends, parce qu'après, ça les motive, ça les machin. Je connais la suite de l'histoire aussi. Ça n'a pas vraiment motivé, ça a même surtout donné d'autres résultats. Mais parce que tout simplement, c'est plus simple de dire, mon chéri, prends le truc et va te l'acheter, et comme ça. C'est une solution de facilité. Donc déjà, cette notion-là, ils doivent la ressentir. Alors si vous leur achetez tous les soirs des pains de chocolat, ne supprimez pas tout du jour au lendemain. Mais et si vous n'êtes pas du tout pâtisserie, continuez à les acheter. Mais comprenez bien que, il faut savoir ce que vous avez au moins dans votre tête à ce moment-là. Est-ce que c'est une solution parce que tout simplement on n'arrive pas à s'organiser techniquement au niveau des goûters, donc c'est plus simple? Why not? Ou alors, parce qu'inconsciemment, on sait qu'ils vont être contents, et donc comme ils vont être contents, alors on a peut-être plus de chance à la maison de les mettre devant les devoirs. Si c'est la solution A, suivez des cours de pâtisserie. Si c'est la solution B, il va falloir maintenant vraiment commencer à se remettre en cause. Et je vous le dis très sérieusement. Parce que, par la suite, c'est un état d'esprit qui ne sera pas là et qui va rendre cet enfant malheureux. Un enfant qui n'a pas été habitué à ce que veut dire faire des efforts est malheureux parce qu'il sait qu'il doit, mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Il n'a pas les forces intérieures pour dépasser le moment dans lequel on n'a qu'une envie, c'est de s'asseoir et de dire stop, comme nous tous. Et dans lequel on dit j'ai pas le choix. Cette capacité de se dire demain il y a un truc, j'ai autre chose, il va falloir que je travaille jusqu'à 4h du matin et demain je me lève à 7h et je vais à mon truc, j'ai pas le choix, je le fais. Et c'est comme ça. Et c'est ça qui construit, à terme, pas juste une réussite, mais un individu. Ça va être donc l'enjeu. Donc bien réfléchir, et les personnes qui ne l'ont pas, si vous analysez, c'est que pour des raisons qui ne vous appartiennent sans doute pas trop, les parents ont parfois un peu oublié d'installer ça chez vous. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile. Et donc ne vous sentez pas coupable de ne pas réussir à faire quelque chose qui n'a pas fait partie de l'héritage familial qu'on a oublié de nous apprendre. Pour les raisons qui ont été celles des parents qui, au contraire, voulaient protéger les enfants, parce que comme les parents ont été parfois en surdose d'efforts, parce que la nécessité de la vie faisait que, alors ils ont voulu protéger. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'en voulant protéger, ils faisaient disparaître cette dimension-là, et que par la suite, pour relancer la machine, ça va être un peu compliqué. Alors on commence step by step. On se dit, ok, pour moi c'est très compliqué, je prends un point et je vais sur ce point-là, pour réintroduire dans l'atmosphère familiale cette dimension-là. Ça, c'est donc un premier point. Maintenant, comment motiver nos enfants au travail? On a dit, faut qu'ils comprennent où sont les enjeux. Et les enjeux, donc, c'est pas donc tu vas louper ton bac, donc ceci, cela. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire? Et là, maintenant, on va rentrer dans le concret. Tout d'abord, motiver ses enfants au travail commence quand ils n'ont justement pas de travail. C'est-à-dire, alors certains vont dire, mes enfants ont déjà 12 ans, on va y revenir par la suite, mais on commence au GAN. C'est quoi? L'univers du GAN, même avant le GAN. Dès le moment où l'enfant est confronté à quelque chose dans lequel il doit se dépasser. Mettre un enfant au travail, leur apprendre à s'engager dans cette démarche, vous savez où ça commence? Ça commence au square. Quand l'enfant est face au jeu pour enfants de 8 ans et qu'il n'en a que 3, et que nous, parents apeurés, faisons tout, soit pour l'écarter de ces jeux dont on pense qu'ils sont dangereux, soit nous sommes là en train de lui donner un coup de main. Là, il est dans quoi?
dans un défi qui exige un effort et un dépassement? On fait une chose, on le laisse. Vous dites un psaume si ça vous arrange parce que vous êtes un peu dans l'angoisse, mais en dehors de ça, on laisse. Plus que cela, on dit bravo. Pourquoi? Parce que tout simplement, naturellement, un enfant n'a pas peur de cette dimension d'effort. C'est sûr et certain que si on coupe le truc, alors pour que par la suite il puisse se réenclencher là-dedans, ça va être un peu plus compliqué. Donc, ne leur facilitons pas les choses. Ne leur facilitons pas les choses. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, nous on a tendance, les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Ne leur facilitons pas les choses, ne leur trouvons pas sans arrêt des solutions à leur place. Qui se débrouille. Et j'y arrive pas. Débrouille-toi. Alors, dites-le de manière plus soft. Mais c'est là où ça se passe. Attendez, aujourd'hui, ils ont des biberons, on dirait des fusées thermonucléaires. Et c'est là, et tout est facilité, machin, etc. et tout. Ah non, c'est un peu compliqué de... Ah ben vas-y mon frère, toi. Vous savez, c'est très intéressant. Alors, il n'y a aucune forme de jugement, frère de Shalom, parce que d'abord, je ne sais pas de quoi je parle, même si je suis papa. Mais c'est comme quand un enfant est nourri par sa mère, et que sa mère veut l'allaiter. Et que parfois, la mère arrête, elle dit, c'est trop compliqué. Ouais, c'est sûr. Cet enfant, à quel moment il a perçu que la maman, elle faisait des efforts? Alors, pour certaines mamans, c'est trop difficile. Il y a mille et une raisons. Mais parfois, c'est juste, oui. C'est compliqué. C'est compliqué, ça demande du amal, de l'effort. Et d'appeler des gens qui connaissent un peu mieux que nous, et qui vont nous conseiller, et d'attendre que ça monte, et d'attendre que ceci, et d'attendre que cela, etc. Et tout. Et puis en plus, le mari ne peut pas faire le relais à 2h du matin. C'est vrai, Kim, vous avez raison. Mais concrètement, est-ce qu'on fait un effort? Il y a un vrai effort. Il y a un moment, pourquoi on en fait? Parce qu'on connaît l'enjeu. Mais l'enfant, il est nourri aussi de ça. Ça le nourrit. On n'est pas juste dans la parole, on est aussi dans une histoire qui se communique. Je me rappelle mon nombre de personnes qui même, devant leurs enfants, racontaient « Ah non, c'était beaucoup trop compliqué, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. » Et c'était tellement plus simple. Super la leçon de vie. Même si ça s'est passé comme ça, au moins, ne le dites pas. Parce que sinon, ça... Donc, concrètement, ça commence là au GAN, ça commence à l'extérieur, ça commence au jardin, ça commence ceci, ça commence cela. Et mettre de côté nos inquiétudes. Et qu'est-ce que tu as mangé, et qu'est-ce que tu as fait, etc. Débrouille-toi. Alors bien sûr, on ne dira pas débrouille-toi à un enfant de 2 ans, comme un enfant de 5 ans, comme un enfant de 6 ans, comme un enfant de 9 ans, de 12 ans. Vous vous rendez compte, ils étaient à la colo et après, le soir, ils ont dû faire, ils n'ont pas réussi à manger jusqu'à 10h parce qu'ils les ont obligés à faire un feu. Ouais, c'est vrai. On a dû se battre pour ne plus avoir faim, pour réussir à cuire des pommes de terre sous la cendre, et on avait tellement faim qu'on les a mangées à moitié crues. Ah mal. Et nous là, mais attendez, mais paye le double à la colo. Ils ont fait passer un truc énorme. Ah mal. Pour manger, mon frère, tu te lèves, tu vas chercher le bois, tu le coupes, tu le sèches, tu machin, etc. Et tu n'arrives pas à l'ouvrir, etc. Et c'est pas la cuisinière. Et qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va à la pizzeria. Mais bonne sur le lin, c'est dommage. Un mal. Je vous donne d'autres exemples parce que les petits sont là, ils nous voient. On va faire les courses. Alors maman, elle a dit à papa, peux-tu m'acheter le camembert, prince, machin chouette? D'accord? Il a dit, essaye s'il te plaît de trouver celui-là parce que les autres, ils sont pas géniaux, etc. On rentre dans le magasin A. Il n'y a pas le camembert, prince, machin. 2 options. Option 1, on dit rien, personne, on rentre à la maison, on dit il n'y avait pas. Option 2, on la fait plus sympa, on appelle à la maison et on dit il n'y a pas, peut-être que je peux prendre l'autre. Option 3, on sort et on va dans un autre magasin. C'est sûr que s'il a 3 km à pied, peut-être pas. Mais pour obtenir quelque chose que maman a dit que c'était important, on se bat. On fait d'un effort. Et ça, voilà, là vous pensez que j'allais donner les règles, alors le soir, on va y arriver quand même. Mais c'est ça.
C'est-à-dire qu'à un moment, il voit que ça ne marche pas, on va faire un effort. Et donc ça les imprègne. Donc pour eux, ça fait quelque chose qui fait partie de leur histoire. Et ça, après, il faudra juste transformer l'essai. Mettre ça en place dans l'univers, en effet, scolaire et du travail. Mais comme on a vu que c'était cette notion de Hamal qui était fondamentale, d'abord, leur inoculer le truc. Et se saisir de toutes les occasions pour pouvoir justement leur montrer que nous le faisons et que c'est quelque chose. On aurait pu choisir une autre solution, eh bien non. Et alors on va dire, mais pourquoi t'appelles pas et pourquoi truc? Parce que tout simplement, maman a demandé que il est normal qu'on fasse des efforts, même si c'est vrai que c'est un peu fatigant. De la même manière, mais papa, pourquoi je dois faire des maths puisque de toute façon après je veux faire philosophie? Ah, t'as raison, mais néanmoins le prof a dit qu'il fallait faire des maths et donc il est normal qu'on fasse des maths. C'est le même discours, dans un cas c'est une histoire de camembert, dans l'autre cas c'est l'histoire du corbeau et du renard, quoi. C'est la même idée. Et ça, c'est un état d'esprit qu'ils ont. Donc déjà ça, vous voyez que le travail, on peut le faire quand ils sont petits. Et maman, il est où mon stylo rouge pour faire le truc? Il doit être dans... Mais maman, je ne le trouve pas. Ben écoute, cherche-le. Laissez-le chercher. Pourquoi? Un mal, effort. Papa, dis-moi, 12 fois 7 divisé par 24 multiplié par 375, ça fait combien? Je sais pas. C'est comme le stylo rouge, je sais pas. Oh, aide-moi. Débrouille-toi. Comme pour ton stylo, c'est le même principe. L'enfant doit s'habiller très... Oui, j'y arrive pas, c'est difficile, je trouve pas. Ben vas-y, bats-toi. Bats-toi. C'est pas plus compliqué que ça. Et au bout d'un moment, il sait que c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Et donc il n'a même plus besoin qu'on soit derrière, puisque de toute façon il sait que ça sert à rien. Ça sert à rien d'appeler papa au secours ou maman au secours, sauf si vraiment il est coincé.